bienvenue à tous. Je suis particulièrement heureuse d'accueillir aujourd'hui le séminaire de transition le professeur Jan Nowicki, qui enseigne à l'Université du Wisconsin-Madison. Jan Nowicki est un éminent spécialiste de la littérature française du XVIe siècle. Il a écrit de nombreux ouvrages. Je vais en citer quelques-uns. Dialectique et connaissance dans la semaine du Bartas, Rose 1992. Signes dissimilaires, la quête des noms divins dans la poésie française de la Renaissance, Rose 97. Le dieu néant, une ligne de négation, on voit très bien. Donc le dieu néant, théologie négative à l'aube des temps modernes, ontologie de la contradiction sceptique, pour une étude de la métaphysique des essais, Champion 1998, et très récemment, en 2014, deux ouvrages en même temps, chez Rose, Le sublime et le grotesque, que je cite en premier, même si sur la liste, je ne sais pas ce qui est apparu un peu après, et La beauté de la haine, qui est le texte dont vous allez nous parler aujourd'hui. Alors c'est évidemment un livre qui a tout de suite attiré notre attention à transition, et je ne vais rien commenter, je vais très vite vous laisser la parole. Je ne commenterai pas, parce que je suppose que vous allez faire l'évident oxymore de beauté de la haine, bien pris, bien sûr. Mais maintenant que j'ai lu votre livre, je voudrais simplement signaler, sans anticiper, en lançant dès le début de transition un sujet de réflexion intitulé La beauté, nous voulions, je crois, précisément rompre avec ce que votre livre présente comme l'héritage contemporain de cette beauté de la haine. Mais n'anticipons pas, et je vous laisse donc la parole. Merci beaucoup. Je vais me mettre debout parce que je pense que ma voix va porter mieux ainsi, mais je suis épinglé, vous voyez, avec un trombone, hein, donc si vous voyez qu'il y a une catastrophe, vous m'avertissez. Je suis extrêmement honoré et ravi d'être ici. Et je dois avouer que je fréquente ce séminaire virtuellement depuis un certain temps déjà, et j'en admire le courage intellectuel et aussi la portée interdisciplinaire dont je suis extrêmement reconnaissant de cette invitation. Avant de commencer mon propos, je voudrais faire peut-être deux petites remarques préliminaires, dont l'une est en réponse précisément à ce que Madame Hélène Merlin-Cajman a dit tout à l'heure, il y a une seconde. La première remarque porte sur le timing, en quelque sorte, c'est-à-dire sur le moment de cette intervention, qui, comme vous le savez très bien, a lieu au lendemain des attentats de janvier. Je voudrais souligner que, je vais parler de la violence et de la haine. Et je voudrais souligner que ce sujet n'est pas dicté par aucun opportunisme morbide de ma part. Il découle de ce livre qui a été édité l'année passée, mais que les questionnements que je voudrais vous proposer aujourd'hui ont effectivement trait à notre situation contemporaine, et je vais y revenir à la fin de mon propos. Deuxième remarque, c'est le titre de mon ouvrage, La beauté de la haine, et c'est une remarque extrêmement importante. Et je voudrais souligner que ce titre n'a aucun sens valorisant. Et surtout, il ne faut absolument pas le comprendre comme une tentative de revalorisation morale d'une passion qui, pour moi, de par ma culture, mon caractère aussi, pour ceux qui me connaissent, est absolument abjecte, surtout lorsqu'elle prend la forme de racisme, d'antisémitisme ou d'une quelconque discrimination. Je voudrais que ce soit bien clair. Le titre est opportun, à mon avis, dans le sens où il capte bien l'axe principal de mon livre. Cette expression, la beauté de la haine, doit être comprise d'une façon purement analytique et descriptive. En deux mots, ce que cela veut dire, c'est que je
je voudrais vous proposer de concevoir la haine, une certaine haine extrême, comme une catégorie esthétique, comme une valeur artistique, comme le moteur de la création littéraire. Comment pourrait-on comprendre la haine extrême comme une valeur esthétique? Eh bien, dans le sens où la haine, cette sorte de haine extrême, serait en quelque sorte autotélique et autosuffisante. Imaginez une haine qui serait indifférente, qui deviendrait en quelque sorte indifférente aux causes ou aux alibis dont elle pourrait se targuer, qui serait aussi peu intéressée par les bénéfices potentiels qu'elle pourrait tirer. Une haine tellement extrême qu'elle est en quelque sorte cultivée pour elle-même, comme une sorte de belle plante dans un pot, qu'elle est contemplée comme un tableau accroché au mur, une haine pour rien, pour la beauté de la chose même. Et donc une haine d'autant plus, à mon avis, dangereuse. C'est ce concept, en quelque sorte, que je voudrais vous proposer. Alors, pour éclairer un petit peu la genèse de ce livre, comment suis-je venu à concevoir ce type de réflexion? Eh bien, je dois avouer avec un certain gêne devant vous, grâce à la télé et grâce à Aristote. Donc la télé, ça remonte à très 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 loin, et ça remonte en fin de compte en 1995 à un événement extrêmement douloureux pour les États-Unis, aux États-Unis, mais dont le souvenir, de par les atrocités qui sont survenues par après, c'est un peu estompé. Je parle de l'attentat contre un building d'administration fédérale à Oklahoma City. Un attentat qui a coûté la vie à 168 personnes, qui a fait sauter un bâtiment d'administration, qui a coûté le FBI, oui, mais aussi des administrations de transport, les permis de conduire, une crèche entière, etc. Cet attentat a vraiment bouleversé les États-Unis et l'opinion publique aux États-Unis, et les gens voulaient comprendre comment est-ce possible. Évidemment, les premières hypothèses, les enquêteurs essayaient de trouver des terroristes étrangers, mais en fin de compte, il s'est avéré que cet attentat a été perpétré, comme vous vous rappelez, par 3 fermiers du Michigan qui ont concocté un mélange à partir d'engrais artificiels, amené une camionnette et ont fait sauter tous ces gens. Et l'opinion publique américaine voulait comprendre. Un journaliste très expérimenté, chevronné, Ted Koppel de CBS, est allé dans le village dans le Michigan, dans le village de ces terroristes, pour parler avec leurs voisins. Donc il a fait une sorte de town hall meeting, c'est une sorte de forme de base de la démocratie américaine. Les villageois d'habitude décident de toutes sortes de menus travaux à faire, etc. au village, donc c'est vraiment très, très basique, très commun, avec les voisins de ces terroristes. Donc des gens très sympathiques, monsieur, madame, tout le monde, la dame de la poste, le monsieur de la pompe à essence, etc. Et ces gens étaient évidemment absolument choqués et terrifiés par ce que leurs voisins ont perpétré, mais en même temps, tout en étant extrêmement chaleureux, sympathiques enfin des gens auxquels vous pourriez confier vos enfants à regarder, ils avaient la particularité de prendre un treillis militaire le week-end, leur mitraillette, et d'aller dans les bois s'entraîner dans des techniques de guérilla au cas où le gouvernement fédéral, en association avec l'ONU, aurait l'idée d'attaquer leur village et de leur prendre leur liberté. Alors tout ceci n'est pas extrêmement exceptionnel, parce
parce qu'il y a des milices comme ça, paramilitaires dans le Michigan. Mais ce qui m'a frappé, alors, et le Town Meeting était en direct à la télé, c'est que ce journaliste que j'ai vu auparavant interviewer les grands politiciens de ce monde, dans des situations extrêmement controversées, extrêmement performants, là, il s'est montré complètement impuissant. Hein. Il est tombé dans une sorte d'aphasie. Tout a tourné à un désastre médiatique. Hein. Il ne savait absolument pas comment communiquer avec des gens qui pourtant étaient de sa culture, de sa langue, qui partageaient avec lui la même histoire. C'était un flop total. Et ça m'a vraiment étonné. Comment il n'a pas pu percer cette sorte de ritournelle, cette sorte de ronde de leur ressentiment. Alors je me suis tourné vers Aristote, et dans le deuxième livre de la rhétorique, vous trouvez une distinction extrêmement intéressante entre la haine et la colère. Alors si vous permettez, je vais rapidement distribuer un exemplier où vous avez juste un premier fragment juste un petit fragment qui va nous guider. Alors si vous voulez bien passer là derrière l'exemplier pour qu'on puisse suivre les yeux. Donc c'est le fragment numéro 1. La colère résulte d'offenses intéressant notre personne, mais la haine peut être ressentie même sans aucune raison personnelle. Cela a été extrêmement important. Si nous supposons qu'une personne a tel ou tel caractère, c'est assez pour que nous la haïssions. De plus, la colère s'adresse toujours à un individu, par exemple Callias ou Socrate, mais la haine peut être ressentie contre les classes, car tout homme est le voleur ou le sycophante. Le temps peut guérir la colère, la haine est incurable. La colère s'accompagne de peine, la haine point. Car celui qui est en colère ressent de la peine, celui qui est n'en ressent aucune. En maintes circonstances, l'homme en colère peut éprouver de la pitié, l'autre, jamais. Le premier souhait que celui qui excite sa colère éprouve en retour de la peine, l'autre qu'il cesse d'exister. Cela est extrêmement intéressant. Vous voyez, Aristote essaye de départager la colère personnelle de la haine diffuse, la colère qui peut être remédiée, notamment par exemple par la pitié, par un appel à la pitié, de la haine complètement incurable et éternelle. Donc comme si la haine pour Aristote devenait une sorte de trou noir de l'art oratoire, un trou dans lequel la rhétorique pourrait s'engouffrer à pure perte, en quelque sorte. Alors voilà, comment se fait-il que la parole rhétorique, la parole oratoire, dans le cas d'Aristote, que la parole médiatique, dans le cas de Ted Koppel, puisse ainsi être impuissante à percer le mur de la haine? Et pour répondre à cette question, alors je me suis tourné vers le domaine qui m'est proche, c'est-à-dire la littérature, et j'ai suivi une sorte de parcours ponctuel en essayant de confronter la haine, qui est définie comme je l'ai en quelque sorte brossé tout à l'heure, comme une notion esthétique, avec d'autres notions, le tragique, le sublime, des notions par exemple telles que la littérature ou la rhétorique. Ce que je voudrais vous proposer très rapidement aujourd'hui, c'est juste deux exemples très rapidement présentés. Un exemple tiré des pamphlets des guerres de religion en France, c'est-à-dire de la seconde moitié du XVIe siècle, et un autre, les pamphlets antisémites de Céline, donc les années 30 et 40 du XXe siècle. Et je vais terminer par une sorte de retour sur notre immédiat contemporain, sur une vidéo terroriste qui peut être aussi je pense, envisagé comme une sorte de conflit. Alors, vous voyez que je suis ainsi, d'une façon beaucoup moins systématique, un parcours que Hélène Merlin-Cashman a déjà parcouru en parallèle dans son livre La langue, est-ce que la langue est-elle fasciste, n'est-ce pas? Sauf que
piste de la langue. Moi, je vais emprunter en sautillant la piste de la littérature, et je pense que nous allons nous rencontrer dans nos parcours se recoupent dans le domaine de la rhétorique. Alors justement la rhétorique. Alors dans l'immense masse des pamphlets du XVIe siècle, des guerres de religion, il y en a qui sont tellement haineux que, en quelque sorte, ils semblent être arhétoriques. C'est-à-dire que leur fonction persuasive, leur fonction oratoire semble s'estomper. Et ceci est difficilement concevable pour des gens comme moi, qui suis césimiste, et certains d'entre vous aussi, certainement, parce que la culture de la Renaissance est tellement imprégnée de rhétorique. Donc comment éliminer en quelque sorte la rhétorique? Donc je pense qu'on peut l'éliminer en niant deux prémices fondamentales de l'art oratoire. La première prémisse, c'est la liberté des hommes. Hein, si on nie la liberté des hommes, hein, c'est déjà un pas. Deuxième prémisse, si on nie la bonne volonté de ceux qui écoutent. Quelque sorte. Pour qu'il y ait rhétorique, il faut, et pour qu'il y ait aussi une société civile, hein, pour qu'il y ait la société politique, dit Cicéron dans De Inventione, il fallait que les gens, de leur propre gré, commencent à s'écouter les uns les autres. Hein, à la Renaissance, évidemment, ça donne le topos extrêmement connu de l'Hercule gaulois, n'est-ce pas? C'est-à-dire cet Hercule qui enchaîne l'attention des écoutants, non pas par la force physique de sa massue, non pas par fulgurante évidence de la vérité, mais par un travail patient et prudent de l'art oratoire. Et ainsi, évidemment, c'est aussi un idéal politique pour la Renaissance, et de nouveau, je vous renvoie vers l'ouvrage d'Hélène Merlin-Cashman. La Renaissance tentait justement d'associer, comme cela a été montré, la souveraineté oratoire et la souveraineté royale. Alors évidemment, derrière tout ça, il y a de nouveau Aristote. Aristote, dans l'Éthique à Nicomaque, réfléchit quelles sont les causes, les questions qui peuvent être débattues, n'est-ce pas? Et alors, peuvent être débattues seulement ces questions où les gens peuvent librement, de leur propre gré, décider de quelque chose. C'est-à-dire, ne peuvent pas être débattues celles qui tombent sous la coupe de la nécessité, que cette nécessité soit divine ou que cette nécessité soit naturelle. Vous pouvez argumenter tant que vous voulez, dire à un affamé de ne pas ressentir la faim, ben ça ne va pas le rassasier d'autant plus, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'il va rester affamé. Or, il y a des pamphlets haineux du temps des guerres de religion qui conçoivent la haine comme naturelle, comme quelque chose, comme une nécessité, n'est-ce pas? Alors de nouveau, je vous renvoie vers l'exemplier, le fragment numéro 2, un très court passage de 89. Il n'y a aucun amour ni fidélité, dit ce grand docteur de l'Église Saint-Jérôme, entre ceux qui sont différents en soi et ne se peut trouver haine plus forte et plus véhémente que celle qui naît de la diversité de religions. Elle fait oublier tous les respects que les amis se portent l'un à l'autre, elle dissout toute bienveillance. Alors vous voyez, la haine est ici présentée comme une nécessité naturelle, inscrite dans la nature des choses, de même ordre que les antipathies, par exemple, qui séparent, je ne sais pas, le loup et l'agneau, ou l'éléphant et la chèvre. Ce sont les exemples classiques. Je ne sais pas pourquoi l'éléphant et la chèvre seraient antipathiques l'un à l'autre, mais ça revient dans différents textes. Et l'auteur de ce pamphlet présente la haine ainsi. Alors, quelles en sont les conséquences du point de vue littéraire? Alors, si la haine nous fait sortir du domaine de la rhétorique, nous entrons dans le domaine d'une sorte d'anti-littérature, d'une sorte de monstruosité littéraire aux yeux de la littérature, de ce qu'est la littérature de l'humanisme renaissant. C'est-à-dire une sorte de monstruosité esthétique, une sorte de monstruosité littéraire qui est basée sur des prémices exactement opposées à celles qui fondent la littérature de l'humanisme renaissant. Alors, pour illustrer ce phénomène, de nouveau un petit fragment. C'est je crois que c'est au verso. Le fragment 3, il vient d'un
d'un pamphlétaire qui s'appelle Louis d'Orléans, qui est un ligueur, donc ultra-catholique. Et en 87, il soi-disant s'adresse à des catholiques royalistes mitigés pour dire son horreur devant toute possibilité de tractation avec les protestants. Alors, juste un petit passage. Cependant, qu'ils sont à forcer notre pays, c'est-à-dire les protestants, où ils saccagent, ruinent et dépeuplent tout. Vous c'est-à-dire les catholiques mitigés, vous prêchez la patience de Job, et vous tenez les mains, et nous tenez les mains, nous exhortant de nous aider de nos larmes et de nos prières seulement. Mes frères, Jean de Zentomeur vous dira qu'il n'est saison de chanter, et qu'il faut prendre le bâton de la croix pour défendre le clos de la vie. Voilà. Donc, vous reconnaissez évidemment une référence à la guerre picrocoline de Gargantua de Rabelais. Mais, combien Louis d'Orléans s'éloigne de Rabelais, pour voir combien il est loin de Rabelais, il faut revenir à ces chapitres de Gargantua, c'est-à-dire l'épisode de la guerre de Picrocolle contre Gargantua. Et lorsqu'on regarde ces chapitres, tout le début du récit de cette guerre, le début de cette guerre, commence par un paragraphe consacré à l'attaque du village de Seuillé par les Picrocoliens, par les soldats de Picrocolle. Les soldats de Picrocolle attaquent le village de Seuillé, saccagent le village et s'en sortent indemnes, complètement indemnes, bien que le village ait été infecté par la peste. Et que tous les bons docteurs, prêcheurs évangéliques, les médecins qui soignaient les villageois sont morts de l'épidémie. Les mauvais s'en sortent indemnes. Et le narrateur de Rabelais termine le paragraphe en s'adressant, en apostrophant le lecteur, d'où vient cela, messieurs? C'est-à-dire, comment le scandale du mal est-il possible face à la providence divine, face à la justice divine? Vous voyez, toute proportion gardée, c'est la question de où Dieu était-il à Auschwitz, n'est-ce pas, version de la Renaissance. Et alors, il importe de noter que le narrateur de Rabelais ne répond pas à cette question. Au lieu de répondre à cette question, au lieu de philosopher ou moraliser, il introduit un personnage, précisément Frère Jean, qui, du bâton de la croix, va écrabouiller les cervelles des soldats de Picrocolle, va les massacrer. N'est-ce pas? Pourquoi? Parce que, évidemment, il défend le piau, il défend le pinard dont il aime se saouler avec ses compères. Alors, qui est Frère Jean? C'est certainement pas le héros de l'humanisme évangélique érasmien, c'est certainement pas l'anti-héros, tout simplement, de la satire monastique, c'est l'un et l'autre, c'est-à-dire un conglomérat grotesque des deux, porté au second degré par la parodie, par le pastiche. C'est une sorte de super-héros, si vous permettez la comparaison, de bande dessinée, n'est-ce pas? Une sorte de Superman ou de Spider-Man, parodique, une sorte de personnage de Tarantino, version de la Renaissance. Pourquoi Rabelais répond à la question du mal en introduisant Frère Jean, en introduisant ce personnage, sympathique et abject? Eh bien, parce qu'il sollicite précisément la liberté et la bienveillance de ses lecteurs. La liberté et la bienveillance que Louis d'Orléans va leur dénier. La liberté et la bienveillance qui, pour Rabelais, qui est un humaniste chrétien, prend la forme de la charité chrétienne. Il veut que les lecteurs abordent ce personnage, comme les autres personnages de Gargantua, qu'ils l'interprètent en la meilleure partie, qu'ils l'accueillent, malgré ou peut-être parce que c'est un moine ignorant, ivrogne, et avec tous les vices portés à l'extrême. Parce que, ainsi, les lecteurs vont manifester leur liberté, leur bienveillance et leur charité vis-à-vis d'un ouvrage qui est la substantifique moelle de la philosophie et de la spiritualité de la Renaissance, mais qui en même temps est une fiction du caniveau de la plus basse espèce. Seulement, elle est évidemment portée au second degré par la parodie et le pastiche.
Parce que Rabelais sollicite le rire des lecteurs, le rire qui n'est pas une dérision, mais qui est un appel à la convivialité. Un rire qui n'est pas une dégradation, mais un rire qui est une élévation spirituelle et morale. Un rire qui n'est pas le ricanement de la tourbe, en quelque sorte, communautaire, de la plèbe communautaire, mais qui est un pastiche, une parodie du rire populaire, et ainsi devient lui-même littérature et bonne langue. Alors évidemment, chez Louis d'Orléans, il n'y a rien de cela, rien. Chez Louis d'Orléans, aucune liberté, non, les lecteurs doivent par nécessité haïr, aucune polyphonie, aucun jeu esthétique, non, au lieu de la polyphonie rabelaisienne, Louis d'Orléans construit l'anathème, le monolithe, le monologue de l'anathème, une sorte de rituel de la haine. Voilà, donc cette danse rituelle de la haine, si vous voulez, pour vous en donner une sorte d'aperçu, je voudrais évoquer un dernier fragment des pamphlets de la Renaissance, enfin des guerres de religion. C'est un pamphlet qui vient de 89, et donc il suit déjà le meurtre des Guises. Paris est encerclé par l'armée royale, et à l'intérieur de Paris, il y a évidemment les catholiques ultras, les ligueurs, et le narrateur de ce pamphlet est un catholique royaliste, mais qui se trouve dans Paris, et pour ne pas se manifester ses sympathies royalistes, il doit en quelque sorte hurler avec les loups, c'est-à-dire danser cette danse de la haine avec les ligueurs. Regardons s'il vous plaît le fragment 4. Puis je commence le premier à bouche ouverte, donc c'est lui qui parle, c'est ce royaliste, crypto-royaliste caché parmi les ligueurs. Je commence le premier à bouche ouverte à médire le roi, de détester ses actions, accompagnant le tout de la plus triste et funeste contenance que je pus feindre, et entrelaçant quelques jurements pour mieux contrefaire le passionné. Après cela, je suis réputé le plus homme de bien du monde, bon catholique, bien affectionné, bien zélé. Ainsi, tous les soirs, j'invente à part moi quelques nouvelles invectives pour l'exposer le lendemain à la meilleure compagnie que je me trouve. Donc vous voyez, il fait bien sa leçon, il fait bien ses devoirs le soir, pour recracher la haine qu'il feint, n'est-ce pas, au lendemain. Il danse la haine avec les ligueurs. Alors ce motif de danse de la haine me permet de sauter à 3 siècles et de sauter vers Céline, si vous me permettez. Les problèmes, enfin, en parlant de Céline, je suis absolument conscient que je m'avance sur un terrain extrêmement sensible et en quelque sorte miné. Vous comprenez, enfin vous savez très bien, donc l'un des piliers du roman français du XXe siècle, et en même temps un antisémite des plus abjects, connu par ces 3 livres appelés pamphlets, mais qui sont extrêmement volumineux. Bagatelle pour un massacre, 1937, L'école des cadavres, 38, et Les beaux draps, 41. N'est-ce pas, des livres, vraiment, c'est pas le pamphlet au sens anglais, mais au sens français, ce sont des ouvrages qui ont d'ailleurs, se sont très très bien vendus. Bagatelle s'est tiré à 75 000 exemplaires jusqu'à la Libération. Alors, l'antisémitisme de Céline a été très très bien étudié, et donc je ne vais pas vraiment m'attarder là-dessus, mais je voudrais quand même vous signaler 3 composantes de ce cocktail empoisonné qui me semble particulièrement importante. La première, c'est une tradition d'antisémitisme de gauche, qui par-delà l'affaire de Dreyfus remonte au temps des Jacobins. Et ça a été très bien étudié par Marc Trapez, dans un livre La gauche réactionnaire, mythe de la plèbe et de la race. Deuxième composante, Céline est un raciste biologique. C'est-à-dire que son antisémitisme fait partie de son racisme biologique. Et il est médecin, il est féru d'eugénisme, d'harmonisme social, d'hygiène sociale. Et de nouveau, ce racisme biologique a été très très bien
analysée par Philippe Almeras dans différents ouvrages. Troisième composante qui, elle, intéresse particulièrement les bagatelles. Il y a un très très bon livre de Alice Yeager-Kaplan, qui est le chef du département de français à Yale, et que je pense que c'était sa thèse de doctorat, tout simplement. C'est un recueil de notes pour les bagatelles pour un massacre. Elle n'a pas pu éditer critiquement les bagatelles parce qu'elles sont interdites de publication d'abord par Céline et ensuite par ses héritiers, après 1945. Mais il y a un volume de notes et qui montre très clairement qu'en écrivant les bagatelles pour un massacre, Céline a tout simplement copié-collé des brûlots antisémites nazis, qu'ils soient d'origine française ou qu'ils soient de traduction, c'est-à-dire allemand et en traduction. Alors, l'antisémitisme, merci, l'antisémitisme de Céline a été bien étudié, mais néanmoins, même pour quelqu'un qui s'est plongé dans cette sorte de littérature abjecte des années 30, c'est quand même d'une envergure absolument inouïe. Et ce qui est peut-être le plus inouï, c'est que dès le début, la haine, et la haine antisémite en particulier de Céline, est liée à la question de la beauté. Alors si vous regardez le début des bagatelles, les bagatelles sont précédées par une sorte de prologue extrêmement important. Les prologues sont très importants chez Céline. Et dans ce prologue, justement, Céline dit son rêve d'accéder à la beauté. Et ce rêve d'accéder à la beauté se manifeste par le rêve de communier avec la beauté des danseuses. La beauté des danseuses. Il se tourne vers son ami Goutman, très bien pistonné dans les musées artistiques parisiens. Il dit « Ah, si je pouvais communier avec, m'approcher avec les danseuses. » Alors regardez s'il vous plaît la citation numéro 5. Dans une jambe de danseuse, le monde, ses ondes, ses rythmes, ses folies, ses vœux sont inscrits. Périr pour la danseuse. Je suis vieux, je vais crever bientôt. Je veux m'écrouler, m'effondrer, me dissiper, me vaporiser, tendre nuage en arabesque dans le néant, dans les fontaines du mirage. Je veux périr pour la plus belle. Fais en sorte, Goutman, que je me rapproche des danseuses. Je veux bien calancher, tu sais, comme tout le monde, mais pas dans un vase de nuit, par une onde, par une belle onde, la plus dansante, la plus aiguë. Bon, alors Goutman lui dit, très bien, écoute, écris un ballet, et je vais le passer aux organisateurs de l'exposition internationale de 1937, et tu vas pouvoir t'approcher des danseuses. Céline, enthousiasmée, écrit 2 ballets. Ces 2 ballets sont insérés dans le prologue des bagatelles. Les présente évidemment Goutman, mais les organisateurs de l'exposition de 1937 n'en veulent pas. Pourquoi? Pour Céline, la chose est évidente, à cause du complot juif. Et c'est là que se déclenche le tsunami de haine antisémite de Céline. Et ce tsunami de haine antisémite se déclenche avec, à la fin donc, du prologue, le prologue quasiment se termine par la phrase que je vous ai mise en citation numéro 6. Donc il s'adresse toujours à Goutman. Tu me fais rentrer ma jouissance, tu m'arraches les couilles, tu vas voir ce que c'est qu'un poème rentré. Alors c'est un peu curieux, ce poème rentré, d'où est-ce que ça vient? Eh bien, il ne faut pas chercher loin. Ce terme vient, en fin de compte, de la traduction française de la généalogie de la morale de Nietzsche. Céline avait pu la lire en allemand, elle connaissait l'allemand, mais il l'a lu dans la traduction de Henri Albert, donc de la fin du XIXe siècle, et c'est là que nous retrouvons ce terme. Donc si vous vous rappelez le début de la généalogie de la morale, Nietzsche essaie de retracer les origines du mal, des notions du mal et du bien, et il dit voilà, au début il y avait la caste des seigneurs et la caste des esclaves. Les seigneurs étaient beaux, puissants, brutaux, cruels, et les esclaves haïssaient évidemment les seigneurs, ils étaient impuissants, mais puisque c'était aussi des prêtres, ils ont tourné leur ressentiment en une sorte d'amour spirituel. Alors évidemment, qui sont les esclaves? Ce sont les juifs, le peuple sacerdotal et esclave. Alors regardons s'il vous plaît un fragment donc, de cette traduction de Nietzsche. C'est la citation 7. Les Juifs, ce peuple sacerdotal qui a fini par ne pouvoir trouver satisfaction contre ses ennemis et ses dominateurs que par une radicale transmutation de toutes les valeurs, c'est-à-dire par un acte de vindicte essentiellement spirituel.
Seul un peuple de prêtres pouvait agir ainsi, ce peuple qui vengeait d'une façon sacerdotale sa haine rentrée. Voilà. Donc là, nous avons, hein, je pense, l'origine de cette jouissance, de ce poème rentré, de ces poèmes haineux qu'est les pamphlets, hein, des bagatelles. Bon. Alors vous me direz, très très bien, mais donc un antisémite paranoïaque qui a lu sur Nietzsche, qui a copié Goebbels, où est l'esthétique? Alors il faut continuer la lecture de la généalogie de Nietzsche. La citation 8, donc la dernière citation. Sur le tronc de cet arbre de la vengeance et de la haine judaïque, la plus profonde et la plus sublime que le peuple ait jamais connue, que le monde ait jamais connue, de la haine créatrice de l'idéal, de la haine qui transmue les valeurs, une haine qui n'eut jamais sa pareille sur la terre, de cette haine sortit quelque chose de non moins incomparable, un amour nouveau, la plus profonde et la plus sublime de toutes les formes de l'amour. Alors, ce mot de sublime revient ici à plusieurs reprises. Hein. Il est, je pense pour Nietzsche ici, enfin dans la traduction, hein, une sorte de superlatif, mais ce que je voudrais vous proposer, c'est ce que je pense, hein, c'est que Céline le prend comme un programme esthétique. En une phrase, hein, si vous voulez ma lecture de Céline, l'esthétique de Céline consiste en ce que Céline se dit incapable d'accéder à la beauté, et étant incapable d'accéder à la beauté, il se tourne vers le sublime. Pourquoi est-il incapable d'accéder à la beauté? Pour plusieurs raisons. Bon, premièrement, l'art authentique, l'art vivant, appartient à un passé révolu. Hein, c'est Christine de Pisan, c'est Louise Labbé, ce sont les arpeggios de Rameau, ce sont les arpeggios de Couperin. Et tout ce que nous avons, dit Céline maintenant, c'est l'art robot, l'art chromo, hein, autrement dit du kitsch standardisé. Une autre raison, c'est la langue. Hein, la langue française est morte. Hein, c'est le français lissé, hein, une langue pétrifiée, hein, qui est complètement morte. Et de nouveau, je vous renvoie vers l'ouvrage de Hélène Merlin-Cashman, et notamment sur donc la référence vers Louis de Gourmont dans l'esthétique de l'art française. Okay. Mais fondamentalement, hein, la beauté est inaccessible pour Céline parce qu'elle est exclue de la vie. Hein, et elle est exclue du monde. Hein. La vie, hein, pour Céline, n'est qu'un lent processus de putréfication, de décomposition physique. Hein, et il n'y a pas d'autre vie, évidemment, il n'y a pas de vie spirituelle, hein, il n'y a que la vie physique, et la vie physique n'est qu'une lente mort, hein, une mort décomposition. C'est ça, hein, la raison essentielle pourquoi la beauté est dessus. Donc si la beauté est inaccessible, il faut se tourner vers le sublime. Alors, je ne vais pas vraiment m'attarder sur le sublime, enfin, je ne vais pas faire un cours sur le sublime, hein, surtout en phase de Valdinsation, mais ce qui est essentiel, hein, c'est de revenir vers l'opposition entre donc, de Burke et de Kant, l'opposition entre le beau et le sublime. Donc, et cette opposition, elle a été transmise de romantiques allemands et ensuite des romantiques allemands vers les romantiques français. Donc, très rapidement, pour Burke, cette opposition, en simplifiant énormément, consisterait, je pense, en la différence dans la perception, dans la physiologie de la perception des objets. Hein, les objets qui sont beaux pour Burke, ce sont les objets petits, lisses, et tandis que les objets sublimes, ce sont les objets énormes, rugueux, ceux qui produisent hein, ce plaisir de l'horreur, delightful horror, n'est-ce pas, le plaisir négatif de Kant. Kant va insister sur le côté sujet. Hein, donc la différence, il va la placer essentiellement du côté du sujet. La beauté, c'est la surabondance de l'imagination, hein, qui ne se dirige pas vers une sorte de téléologie précise, hein, spécifique, tandis que le sublime, c'est une déficience hein, de l'imagination. C'est une déficience de l'imagination, une déficience de la perception des sens, incapable de saisir la grandeur absolue. Mais, hein, si
pour Kant, le sujet est incapable de saisir la grandeur absolue, il prend conscience de cette incapacité, il prend conscience de cette faiblesse de ses sens, et cette conscientisation est, en fin de compte, une sorte de triomphe, enfin une sorte d'élévation de la raison pratique, c'est-à-dire de la conscience morale. Et ainsi, la conscience morale du sujet peut surplomber, un peu comme dans le tableau de Friedrich, n'est-ce pas, peut surplomber cette mer tumultueuse de nuées et des rochers. Donc c'est une élévation, il y a une sorte d'issue positive pour Kant. Alors ce qui est extrêmement important de comprendre, c'est qu'aucune solution positive n'est possible chez Céline. Aucune élévation. Le sublime est un sublime de pure descente, dégringolade vers le bas. Alors, de nouveau, j'anticipe vos doutes en quelque sorte, parce qu'on connaît ça, le sublime est en bas, par exemple chez Victor Hugo, n'est-ce pas? Le mendiant, pas socialement, mais le ciel transparaît à travers les trous de son manteau, n'est-ce pas? Donc, sublime moralement. On connaît par exemple le sublime d'enfer de Barbé de Révilly dans Les Vengeances, n'est-ce pas? Donc des crimes horribles, n'est-ce pas? Mais en même temps tellement intelligents, ces crimes, qu'ils deviennent tellement cérébraux qu'ils deviennent sublimes, n'est-ce pas? Rien de tel, aucune dialectique, n'est-ce pas, chez Céline, aucun renversement positif chez Céline. Ça, il faudrait vraiment le comprendre. Il est convaincu que le monde est laid, il va nous offrir une laideur encore plus laide, une laideur sublimement laide. Il est convaincu que le monde est plein de haine, eh bien, il va nous servir une haine encore plus haineuse, une haine sublimement haineuse. Et alors, pour m'inscrire un peu dans la discussion ici sur le forum, sur le site des transitions, en parlant de Céline, dans son ouvrage, Hélène Merlin-Cashman évoque un épisode de l'espèce humaine de Robert Antel. Et cet épisode est ensuite commenté, si vous regardez le site, vous l'avez certainement fait déjà, dans un excellent article de Bruno Choa sur Céline. Donc Bruno Choa reprend le même épisode. Dans cet épisode, Antelme commente une rixe, donc une sorte de querelle qui a lieu dans le camp de concentration où il se trouve, et l'un des déportés a un droit commun par une sorte de trallé d'injures, mais tous ces gens-là sont exténués, et cette sorte de vocifération, de trallé d'injures, eh bien, elle se s'amollit, elle dégénère en quelque sorte à une sorte de balbutiement indistinct, et Antelme dit, voilà, c'est ça l'enfer. L'enfer, c'est lorsque le discours cesse de recourir à la distinction, lorsque le discours devient une sorte de dégouli, d'ivrogne. Et Bruno Choa parle de l'entropie poétique de Céline à propos de ce fragment. Alors, si vous voulez, ce que je voudrais vous proposer de concevoir, c'est que Céline fait exactement ça, avec une différence notable. C'est-à-dire, il va trifouiller dans ce dégouli ivrogne. Il va tracer des arabesques dans cette abjection. Il va distinguer les pleins et les vides. Il va en faire une sorte de dentelle, c'est ça d'ailleurs son image, la dentelle des tripes humaines qui gaillardement flotte étendue sur les barbelés au vent. C'est ça, c'est-à-dire qu'il va faire un art de cette haine. Il va faire un art de cette haine. Il y a d'autres images, celle de la danse, par exemple, le rigodon de la haine. C'est de la musique, c'est la petite musique fameuse. C'est bagatelle, n'est-ce pas? C'est-à-dire un ouvrage, une petite musique délicate de la haine. Voilà. Donc c'est
c'est ma lecture de ces livres. Et donc, on peut se demander, en fin de compte, qu'est-ce qui s'ensuit de ces deux exemples. On peut dire, voilà, on peut faire de l'art même avec quelque chose d'aussi abject qu'est la haine. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qui est le perdant, qui est le gagnant dans cette sorte de processus? Est-ce que ça veut dire que la haine arrive à subjuguer l'art à ses propres fins? Non pas dans le sens faible, n'est-ce pas, d'un art de propagande, de haine de propagande, c'est-à-dire un discours haineux, idéologiquement haineux, mais qui se sert des formes artistiques. Mais dans le sens fort, c'est-à-dire dans le sens d'une esthétique haineuse. Est-ce que c'est la haine qui sort vainqueur de ce duo? Alors je pense que non. Dans l'épilogue de mon livre, j'évoque une série de romans contemporains de la fin du XXe, du début du XXIe siècle, qui, à mon sens, arrivent à désamorcer la charge haineuse, qui arrivent, par les voies de l'art, du pastiche, de la parodie, de mettre la haine, cette haine pure, autotélique, la plus destructrice, entre les guillemets, en quelque sorte, de l'art, et ainsi de désamorcer ce danger. L'un des exemples que j'invoque est le premier roman d'Amélie Nothomb. Alors, Amélie Nothomb a des hauts et des bas, je sais, oui, mais le premier roman est vraiment, en mon sens, assez intéressant. C'est vraiment une sorte de réflexion assez astucieuse sur la lecture, sur la relation entre le réel et la fiction. Et surtout, c'est une parodie de ces livres. C'est une parodie de ces livres où elle se moque de la haine, de l'esthétique de la haine de ces livres. Très clairement. C'est dans ce contexte, si vous voulez, que certaines informations qui me sont parvenues, j'étais aux États-Unis pendant les attentats de janvier, m'ont vraiment arrêté. Ces attentats étaient, je comprends l'impact de ces attentats comparable certainement à 9/11, n'est-ce pas, au 11 septembre aux États-Unis, parce qu'ils ont touché vraiment le nerf d'une culture, comme c'était le cas aux États-Unis. Et si vous vous rappelez bien, dans les informations qui circulaient, à un certain moment, il était question d'une vidéo de revendication terroriste postée par l'un des terroristes, Mehdi Coulibaly, juste quelques heures après sa mort dans l'épicerie Kasher. Cette vidéo, les commentateurs, elle a été très rapidement éliminée de Dailymotion, mais les commentateurs ont souligné le soin éditorial de cette vidéo où Coulibaly apparaissait dans différentes incarnations, le cheikh du désert, le guérilla humain, le soldat du djihad, etc. Dans une de ces incarnations, ce qui est curieux, c'est qu'il se fait vidéographier, il se fait filmer sur un fond de bibliothèque. Donc ce qui est assez étonnant pour une vidéo de revendication terroriste éditée avec soin. Et les commentateurs ont noté que sur l'une des étagères de ces bibliothèques se trouvait le premier roman d'Amélie Nothomb, L'hygiène de l'assassin. Alors la question apparaît, pourquoi se serait-il fait filmer sur un fond de bibliothèque avec ce roman précisément? Alors la réponse banale, un coup de hasard, n'est-ce pas? C'est tout simplement par hasard. Il a loué probablement l'appartement le 6 janvier, et bon voilà, la caméra est déplacée. Et c'est probablement le cas. La réponse que fournit Amélie Nothomb elle-même dans Le Monde des livres du 16 janvier, si je me rappelle bien, est la suivante. Bon, il ou il au pluriel, c'est-à-dire les gens qui l'ont filmé, parce qu'il y avait toute une équipe certainement, ils ont lu ce roman, mais ils n'ont rien compris. C'est ce que Antoine Compagnon fait écho à dans le même monde de livre. Il dit, voilà, avec horreur, il dit, ces gens-là sont passés par l'école de la République, ils ont tout lu, et ils n'ont rien compris. Et c'est probablement aussi tout à fait vrai. Alors, la chose la question que je me pose, c'est que peut-être il y a une troisième possibilité. C'est qu'ils ont lu, et ils ont compris que ce roman se moque de leur haine. Et que se faisant filmer devant crachant sa haine, avec le roman qui se moque de la haine,
dans son dos, hein, Koulibaly et ses comparses auraient dit, voilà, ben, essayons de voir qui ira le dernier, qui sera le plus fort, un Kalachnikov ou un livre. Et je pense que ceci constitue une sorte de défi de la haine auquel il nous appartient de répondre. Merci. L'ampleur des questions que vous avez soulevées, des questions graves. Bon, bien sûr, ce qui nous importe particulièrement, à propos de ce que nous faisons, de littérature, nous sachions très vite qu'on est engagé du côté de la parole publique, des impacts de la parole. Je parle de parole publique puisque vous avez commencé par parler de la rhétorique, et puis finalement en terminant sur cette question de la fonction possible, si on élimine le hasard, du livre d'Amélie Nothomb, quel était le sens de la présence de ce livre dans une vidéo adressée à tout le monde à propos des attentats de Koulibaly. Alors je regrette un peu parce que j'avais tout de suite envie peut-être ce sera plus tard, je pensais à l'avenue d'Uri Eisenzweig et tout le monde sait ici, tous les gens qui me connaissent savent que je suis notoirement infirme à propos des noms propres, donc je suis en train d'oublier, de confondre Maurras et l'autre, je ne me souviens même pas son nom. Donc, on nous présentait justement le lien entre certains textes littéraires et l'arme, la Kalachnikov que vous avez évoquée. C'est à propos notamment des déracinés, donc je dis déracinés. C'est Barès. Barès. Déracinés de Barès. Et bon, donc ça c'est vraiment, je ne sais pas si vous connaissez le travail de Dori Eisenzweig sur la proximité entre une certaine théorisation de la littérature qui finit par être une théorisation anti-référentielle, si je ne m'abuse, autotélique, et alors lui il ne parle pas de la haine, mais plutôt il parle de la question de l'arme, du fantasme, de la représentation du langage comme arme liée à une crise du réalisme, à une crise de la référentialité. C'est à quoi je pensais. Mais c'est un peu maladroit comme enchaînement de ma part parce que je vous remercie beaucoup d'avoir cité à plusieurs reprises la langue fasciste. Le fait est que ce sont ce sur quoi je travaille depuis longtemps, c'est des cheminements parallèles en fait, enfin, des points de contact réguliers, récurrents, etc. Même si finalement, personnellement, je n'ai jamais rencontré la catégorie de la haine, puisqu'au fond, moi, je n'ai jamais travaillé sur des questions de passion. Voilà. Ce qui m'a un peu étonnée, et au fond, ce que j'ai envie de contester ou de vous demander d'en dire un peu plus, c'est comment est-ce que vous pouvez parler de la haine comme autotélique? Parce que d'emblée, vous établissez un rapport entre la littérature et la haine comme un rapport presque évident par le biais de cet autotélisme. Et aussi, entre parenthèses, ça m'avait déjà frappé dans votre livre, vous l'avez répété ici, vous dites la haine, vous voulez vous intéresser à la haine comme catégorie esthétique, ça c'est très clair pour moi, vous dites comme le moteur de la création littéraire, le moteur pris absolument, ou un moteur d'un certain type de création littéraire. C'est un certain type. Un certain type, c'est ça. Merci. Non, d'accord, c'est pas ça. Mais en même temps, pourquoi est-ce que je pouvais, pourquoi j'ai pu hésiter sur le sens du bleu? C'est parce que c'est par ce rapport que vous établissez immédiatement entre l'autotélicité de la littérature, qui déjà elle-même peut quand même faire question, et ce que vous prêtez à la haine, à savoir un caractère d'autotélicité. Parce que si on prend, pour ne prendre que cet exemple, le cas des pamphlets
moi, l'autotélicité, c'est ce qui se referme sur soi-même, n'a pas d'objet dans le réel, ne vise pas un objet dans le réel, et dans un sens, c'est ce que vous voulez dire quand vous dites qu'on est hors de la rhétorique, on est aux limites de la rhétorique, mais en même temps, on ne peut pas dire que ce ne soit pas des pamphlets qui sont sans objectif encore plus rapide en un certain sens, encore plus actif, encore plus... Oui, c'est ça. Enfin, le mot transporte encore plus vite que n'importe quoi d'autre un passage à l'acte. Donc la haine a un objet. Enfin, ces haines que vous décrivez, la haine en général, j'en sais rien, mais ces haines dont vous décrivez certains textes, disons, ils ont bel et bien des objets. Et je me demandais aussi d'ailleurs, l'invectif fait bien partie de la tradition rhétorique. On ne peut pas non plus complètement dire que la haine est en dehors de la rhétorique, peut-être d'un certain réhumaniste sur l'éloquence, mais pas forcément de toute la tradition rhétorique. Ce serait mes premières questions. Bien. Merci beaucoup. Donc, je m'explique. Ce qui m'intéresse, ce sont des cas extrêmement rares. Dieu merci. Hein, c'est-à-dire des cas vraiment rarissimes. Et j'ai eu beaucoup de peine à trouver. Hein, Céline est évidemment mon flagship, c'est-à-dire mon navire amiral en question de ma démonstration. Mais par exemple chez Corneille, hein, je n'ai trouvé Corneille, il parle beaucoup de haine, hein, il est beaucoup question de haine, mais toutes les haines de Corneille sont complètement inventées. Hein, ça marche absolument pas. Hein. Les généreux de Corneille ne savent absolument pas haïr, mais sauf dans une pièce, dans Rodogune, hein, là il prend la haine comme, je pense, le moteur hein, de cette pièce, aussi bien sur le niveau politique, éthique que esthétique. Et il se dit, voilà, comment peut-on avoir du plaisir théâtral, hein, du plaisir de la tragédie fondée sur la haine de l'horreur. Donc, entendons-nous bien, il s'agit des cas extrêmement rares et extrêmement isolés. Néanmoins, la littérature, particulièrement, me semble particulièrement propice à étudier ces formes de haine extrême, et que je n'hésite pas à qualifier de pure et d'autothélique, justement parce que, mis à part d'autres fonctions émotives, politiques, sociales, morales, et là, cette sorte de propulsion, hein, de jouissance d'elle-même. Je ne voudrais pas m'aventurer dans une théorie esthétique. Le dernier ouvrage qui me vient à l'esprit hein, est L'expérience esthétique de Jean-Max Fehr, où il parle de ces oiseaux de Nouvelle-Zélande ou d'Australie, n'est-ce pas, qui construisent ce ne sont pas des nids, hein, mais des berceaux, hein, n'est-ce pas, pour leurrer la femelle. Hein, mais ils investissent tellement de travail et de beauté hein, dans cette sorte de construction architecturale hein, qu'ils utilisent ce cas comme l'analogon hein, de la création artistique humaine pour dire voilà, hein, il y a ici une sorte de dépense coûteuse hein, en termes économiques, hein, de surdépense. Hein, et qui évidemment hein, pour l'oiseau a la reproduction quelque part à l'horizon, mais cet horizon est très 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 lointain. Lorsque je propose de concevoir la haine extrême comme une catégorie esthétique, je cherche la réponse, je cherche à comprendre la haine d'une autre façon que les sciences sociales nous ont permis de le faire et nous permettent de le faire. Je suis très reconnaissant pour les économistes hein, qui disent voilà, les gens haïssent parce qu'ils sont économiquement lésés, n'est-ce pas? Les sociologues qui disent voilà, ces groupes marginalisés, aux psychologues qui disent voilà, la haine
ressortissant des complexes, etc. Mais il me semble que certaines formes de haine extrême ne peuvent pas être vraiment comprises par ce type d'explication. Hein, qu'elles sont tellement gratuites, qu'elles sont tellement dépensières, les gens qui s'investissent dans la haine tellement que le coût d'énergie, de temps, d'argent parfois, de ressources investies dans une passion qui ne produit aucun effet, qui savent déjà qu'il ne produira aucun effet, eh bien, la pensée esthétique nous permet de saisir peut-être ce mécanisme. Cela dit, et je termine là-dessus, ce sont des cas extrêmes, ce sont des cas, dirais-je, limites, mais très patents. Lorsque Louis d'Orléans s'adresse aux catholiques mitigés en 87, évidemment, on peut dire, voilà, il a un point à soutenir, n'est-ce pas? Ne pactez pas avec les protestants. Mais lorsqu'on lit son texte, on réalise qu'à un certain moment, non seulement il se parle à lui-même, n'est-ce pas? Mais qu'il se parle tout simplement pour, comme Céline, que cette sorte d'argumentation dégouline en quelque sorte, dans une sorte de véhémence injurieuse et qui n'escompte aucun effet persuasif. Non seulement parce que comme dans le discours pamphlétaire, n'est-ce pas, il vous est dit, voilà, le pamphlet, c'est l'évidence, n'est-ce pas? Non, c'est même pas ça, c'est au-delà de l'évidence. C'est pas qu'il prêche aux convertis, tout simplement, il se charle lui-même, il tourne en rond, comme s'il célébrait quelque chose. Et c'est ça, en quelque sorte, c'est cette célébration que je voulais ainsi saisir. Est-ce que vous pouvez dire autrement pour le plan je sais très bien. Veuillez m'excuser, je ne suis pas littéraire, je suis philosophe et bon, Yann Mierlowski a bien voulu m'indiquer cette séance qui m'intéresse au premier chef. Je me pose un certain nombre de questions. Je vais peut-être prendre la liberté de dire les questions que je me pose sans penser que je puisse leur trouver forcément une solution. Mais d'abord, la première question que je me suis posée en tant que philosophe, c'est est-ce que la distinction drastique qu'Aristote établit entre la colère et finalement la haine tient vraiment? C'est une question très importante, parce qu'effectivement, dans le sublime, il y a une chose qui est très bizarre, c'est que le silence d'Ajax le coléreux, est l'emblème même du sublime, donc chez Longin. Et il est resté, il y a une sorte de silence sur cet exemple qui s'est imposé à travers les âges, on le reprend, et finalement on ne va pas très bien y regarder, et on ne s'intéresse pas tellement à en trouver le bien fondé. Et puis c'est quand même ce début de l'Iliade, Aïdétéa chante la colère aux déesses. Donc la colère à l'aube de l'humanité, et ce qui entraîne même le mouvement de la littérature, le premier grand texte. Et donc je me suis posé la question de est-ce qu'il y a une poison étanche, et au fond, est-ce que cette haine dont vous montrez la célébration, dont vous cherchez la pureté, n'est pas quelque chose de finalement assez mythique? Et en philosophie, on se heurte souvent, en particulier chez Kant, à cet idéal de la pureté. Est-ce que le beau est du côté du pur ou est du côté de l'impur? C'est tout le problème de l'analytique du beau, qui est une chose très bizarre, parce que Kant ne trouve plus d'exemples, ou des exemples ridicules, de ce que pourrait être un jugement esthétique de beauté pure. Il y a quelque chose qui ne marche pas là-dedans, et on se demande pourquoi. Et on voit bien que c'est quelque chose qui se passe chez Nietzsche, parce que Nietzsche est très embêté. Il ne veut pas revenir au sublime kantien. Et celui que vous avez défini, c'était le sublime kantien qui entraîne une déficience, enfin, qui suppose une déficience de l'imagination, qui ne peut pas s'imaginer Saint-Pierre, qui n'y arrive pas et qui tombe dans un abîme, et par conséquent qui est relayé par la raison. Mais chez
chez Nietzsche, il y a une volonté de se distinguer du sublime kantien qui est totale. Elle est totale parce qu'il n'emploie plus le même terme, il n'emploie plus le terme erhaben, mais il emploie le terme sublime, qui est très relié à toute la tradition de la Sublimierung, de la sublimation. Et c'est quelque chose qui est très important parce qu'il montre très bien que le sublime, c'est la domestication du Bändigung des Entsetzlichen, du terrible, n'est-ce pas? C'est ça le sublime. Et ça, c'est une définition antique. Il renoue avec l'Antiquité par-delà Kant. Et c'est important parce que il va s'agir de comprendre si on va s'élever vers une Reinigung, une purification, ou vers une Sublimierung qui va être un changement de substance, un changement de but, un changement d'objet. Et à mon avis, Freud, quand il parle de Sublimierung, s'inspire très directement de ces textes, même s'il a un grand silence sur Nietzsche. Mais là, je ne peux pas croire qu'il n'ait pas lu les premiers textes de Nietzsche, et je pense qu'il y a vraiment une relation. Finalement, le grand absent de votre beau livre, de votre livre très si profond, c'est quand même la psychanalyse. Hein. Il n'y a pas une seule citation de Freud, il n'est pas dans l'index, il n'est pas dans la biographie. Et c'est une chose qui m'a beaucoup frappée, parce qu'il y a cette tradition chez Freud, donc quand même, surtout dans les cinq psychanalystes, surtout des choses sur la haine, absolument splendide, c'est quand même grand texte sur la haine qui montre bien les deux types de haine, la haine comme amour retourné, ou la haine issue de la conservation de soi. Donc, il y a ce côté-là, et puis il y a le côté aussi Lacan, qui a écrit ce magnifique texte, et je pensais, par le commentaire de Céline, auquel il fait bien écho, et en même temps, dans un autre registre, Kant avec Sade. N'est-ce pas? C'est donc ce problème de la pureté qui est à nouveau repoussé. Merci beaucoup. Donc oui, enfin, vous avez absolument raison, hein, c'est-à-dire que mon obsession de pureté, hein, de la haine est d'origine kantienne. Dans ce sens, hein, dans ce sens, enfin, je construis une sorte d'a priori, hein, de ce qu'est l'esthétique, hein, pour essayer de me servir pour comprendre le phénomène que je ne comprends pas. Hein, le phénomène donc je me sers d'une certaine façon de la littérature et de l'art. On pourrait peut-être me dire que je l'instrumentalise, pour comprendre quelque chose qui échappe, à mon sens, qui a échappé à l'explication, enfin à une compréhension. Mais ce que j'ai essayé d'éviter, c'est une explication causale. C'est ça la raison pour laquelle la psychanalyse est une grande absente de ce livre. Donc c'est la première raison. Hein. J'avais peur, hein, je craignais, hein, de tomber dans une explication causale. La haine, hein, parce que. Je procédais, et ça c'est la deuxième explication, en historien de la littérature, hein, c'est-à-dire, hein, en lecteur de texte. Et c'est pourquoi je me suis tourné vers Nietzsche pour Céline. Céline fréquentait Nietzsche assidûment, et y inclut la version, je pense, du sublime de Nietzsche, hein, le sublime de la laideur. Hein, je pense que c'est une notion très importante pour Céline. Aussi bien que la dialectique de la légèreté et de la lourdeur. Je pense que ces éléments sont extrêmement importants pour comprendre Céline. Il inclut le pastiche de Nietzsche. Hein, je pense que dans Guignol's Band, Céline pastiche et parodie Nietzsche. Hein. Même déjà dans Les Beaux Draps, hein, il dit où est les jus qui dansent, où il ronfle.
En revanche, hein, je pense que, et je peux me tromper, mais je pense que Freud n'est pas utile pour comprendre Céline. Voilà, donc j'allais ajouter, hein, je pense que Freud n'est pas important pour comprendre Céline, parce qu'il y a aussi un autre risque, hein, c'est-à-dire que si je m'engageais dans cette voie, par exemple en suivant les pas de Fritz Lehmann, j'aurais risqué, me semble, de montrer Céline comme beaucoup de ses lecteurs l'ont montré, hein, en révolutionnaire de la langue et en révolté, en résistant, hein, au pouvoir, hein, du langage. Or, je pense que c'est une fausse voie. Hein, je pense que c'est une fausse voie. Est-ce que je peux dire un petit mot? Je pense que, d'une part, chez Freud, il y a un surdéterminisme, donc il n'y a pas une causalité unique. Et que lui-même dit que cette évolution est une mythologie, même quand il y a donc, deux origines pulsionnelles opposées de la haine, ça n'empêche pas la complication du schéma. Mais donc, ce que je pense, c'est que Freud a mis en évidence des mécanismes. Bon. Et par exemple, le retournement en son contraire. Bon, ou le retournement sur la personne propre. Bon. Ces mécanismes qui sont des mécanismes en jeu dans la haine me semblent très utiles pour comprendre le développement de la haine. Alors, évidemment, savoir si ça peut aller très loin chez Céline, j'en sais rien, mais il me semble que de toute manière, vous avez bien montré que ça s'agissait de mysologie. Donc, pourquoi est-ce que la philologie et la mysologie font si bon ménage, finalement? C'est quand même un problème. Si vous permettez, juste pour reprendre la première partie de votre question, hein, donc vous voyez, c'est ça le risque que je voulais éviter, c'est-à-dire que je me suis dit, je peux parler de la poétique de Céline, oui. Je peux parler de la poétique de Racine, le retournement par exemple, la haine de soi chez Racine, oui. Mais je ne veux pas me risquer, parce que je ne suis pas philosophe, de parler de la haine tout simplement. Oui, donc ce sont les limitations de mon appareillage, hein, de mon outillage. Maintenant, la deuxième partie de votre intervention, je ne dirais pas que la mysologie et la philologie font bon ménage. Oui. Hein, je dirais tout au contraire. Hein, et dès l'invention de la mysologie, enfin je pense que hein, la mysologie a été inventée par Budé, hein, les mysologues, hein, c'est-à-dire les anti-philologues, les anti-humanistes. Hein, c'était des adversaires. C'est chez Platon déjà, la mysologie. Voilà. Donc, il insiste beaucoup là-dessus. Donc je pense que, donc, du moins dans cette tradition qui suit l'humanisme de la Renaissance, hein, et je ne pense pas que... c'est-à-dire qu'il y ait une sorte de collaboration tacite. Hein, ah non, j'entendais pas par collaboration tacite. Oui, non, j'ai dit de façon ironique. C'était vraiment pour parler de l'ambivalence, c'est-à-dire que ça bascule facilement l'un côté de l'autre. C'est ça que je voulais dire purement et simplement. Je me suis peut-être exprimé un peu maladroit. Ah oui, absolument. Comme chez Rousseau, par exemple. Oui. Et par exemple, bon, pour la question de la laideur, effectivement, je suis très intéressée par ce que vous avez écrit, parce qu'effectivement, j'ai essayé de montrer que le sublime était structuré comme un risque, et que parmi les risques du sublime, il y avait forcément celui de la laideur. Alors, le problème est de savoir si tout dans la laideur est sublimable ou pas. Ça, c'est au fond le problème que vous posez admirablement, que celui que vous avez admirablement. Je voudrais vous remercier d'abord pour votre présentation. En fait, j'ai deux questions qui recoupent un peu les questions d'Hélène.
La première qui la relance, simplement, c'est de nouveau à propos de cette question de l'autotélie, soit de la haine, soit de la littérature. Dans votre réponse à Hélène, vous êtes revenu sur le texte de Louis d'Orléans pour dire que sa haine était autotélique et qu'elle n'avait pas d'effet persuasif. Mais pourtant, les pamphlets pendant les guerres de religion ont eu des effets concrets, historiques. Et moi, j'ai un peu travaillé sur Artus Désiré. Alors, c'est pas non plus de la haute rhétorique, mais cette haine, elle a été commentée par Denis Crouzet comme ayant produit des massacres, produit un état d'esprit, au point que les prédicateurs au XVIe siècle ont été interdits à un moment donné par le pouvoir royal parce qu'ils engendraient des massacres. Donc, en fait, je serais très curieux de savoir pourquoi vous tenez à tout prix à limiter les effets rhétoriques de ce type de haine. Pourquoi c'est important dans votre argument qu'au fond, cette haine finisse par se neutraliser elle-même, quand bien même, c'est ce que j'ai cru comprendre en tout cas, quand bien même, historiquement, c'est pas vraiment le cas. Et est-ce que surtout, du côté de l'autotélie de la littérature, est-ce que ce pamphlet de Louis d'Orléans, c'est la littérature? Pourquoi vous le définissez comme littérature? Est-ce que de nouveau, c'est un moyen de neutraliser les conséquences historiques de ce type d'écrit et de ce type de haine? Et puis la deuxième question, c'est autour de la rhétorique. Est-ce que vous avez posé deux prémices sur la rhétorique, qui est la liberté de l'homme et la bonne volonté de ceux qui écoutent. Et là, de nouveau, j'ai un peu de mal à comprendre d'une part l'insistance sur le public, parce que vous qualifiez le public, il faut qu'il fasse preuve de bonne volonté, il faut qu'il soit libre pour pouvoir réagir. Et je me demande s'il n'y a pas, au fond, vous allez me dire ce que vous en pensez, dans votre réflexion autour de la haine, une sorte d'opposition qui serait un peu sourde, qui serait d'un côté la haine comme sublime, inexprimable, quelque chose qui serait un peu en dehors du langage, et de l'autre côté, la raison, la vertu, en tout cas quelque chose qui est de l'ordre du logos, de ce qui est toujours de l'ordre du jugement. Et tant qu'on est là-dedans, pour vous, du moment qu'on est là-dedans, on n'est pas dans la haine. Ou pour le dire, la réciproque serait vraie, du moment qu'on est dans la haine, forcément, on n'est plus du côté du logos. Mais de nouveau, cette répartition, elle est extérieure à la question rhétorique. La rhétorique est à la fois du côté du logos et puis de l'autre côté, c'est du côté du passionnel. Donc voilà en fait les deux questions. Merci beaucoup, hein, ce sont des très importantes et intéressantes questions. Permettez-moi peut-être de lever un possible malentendu. Je n'ai jamais dit que si cette sorte de danse rituelle de la haine se désintéresse aux effets persuasifs, que ces effets soient neutralisés, qu'il n'y ait pas d'effet de la parole. Tout au contraire, la haine, par exemple, pour Cicéron, c'est juste une colère invétérée, c'est-à-dire une colère extrême, mais pas qui passe, et qui a des effets de pathétique. Pourquoi, dans les pamphlets de guerre de religion, je m'intéresse à ce moment où le fonctionnement persuasif du pamphlet bascule vers quelque chose qui me semble n'être plus indispensable à la persuasion, parce que ce côté persuasif a été extrêmement bien étudié, notamment par Denis Crouzet, et donc ce serait l'affaire d'un travail qui a été fait admirablement bien. Et pour reprendre justement, par exemple, ne fût-ce que les guerriers de Dieu, n'est-ce pas, on pourrait se demander, des exemples que Denis Crouzet cite, pourquoi à un certain moment, les enfants, je ne me rappelle plus très bien dans quel danger, je pense, je ne me rappelle plus très bien dans où, jouent avec le cadavre d'un protestant.
hein, pourquoi il montre une sorte d'insinuation ludique, hein, avec ce... Il est mort, hein, ça y est, hein, il n'y a plus... hein, l'effet est là. Enfin, pourquoi cette sorte de dépense inutile, en quelque sorte. Vous voyez, donc je ne dirais jamais, hein, que à l'époque des guerres de religion sont tout simplement, hein, des discours du balbutiement de haine, que ça n'a pas eu de... Non, non, absolument pas. De même pour Céline. Céline a fait de la haine, en mon sens, une œuvre de l'art. Ça ne veut pas dire que, et je pèse mes mots, hein, c'est extrêmement difficile, hein, j'essaie de ne pas dépasser certaines limites. Hein. Ça ne veut pas dire que Céline ne soit pas responsable de ce qu'il avait dit. Moralement, politiquement, juridiquement. Lorsque, dans les bagatelles pour un massacre, et donc en 1937, il dit voilà, ben, les juifs, il y en a trop, hein, vous savez, la meilleure façon, hein, c'est de les numéroter, hein, c'est-à-dire de les matriculer. Hein, le pianiste numéro dans les pas, etc. 1937. Donc, je ne suis absolument pas. Je prends Céline très au sérieux. Mais Céline a manipulé, évidemment, il a pris sa haine, sa poétique haineuse, comme un label artistique, hein, pour se dédouaner en 1945 face à la justice. Donc entendons-nous bien. Hein, lorsque je cherche, hein, cette sorte de ritournelle, hein, de haine, hein, qui en quelque sorte se désintéresse aux effets extérieurs, c'est parce que c'est absolument pas parce que je nie ces effets extérieurs, c'est pas parce que je crois que l'art n'est pas responsable, hein, que la parole artistique n'est pas responsable politiquement ou moralement, mais parce que je cherche quelque chose qui, à mon avis, échappe à des explications des collègues d'autres disciplines et que nous, hein, en tant qu'herméneutes de la littérature, pouvons apporter, hein, dans la discussion. Maintenant, pour le logos et le langage, non, hein, le logos, oui, c'est-à-dire qu'il hein, y a une argumentation, une théorie, hein, de la colère, il y a une théorie rhétorique, vous savez très bien, hein, des pathétiques, hein, jusqu'à la haine, n'est-ce pas, cicéronienne, donc c'est tout simplement... et pourquoi d'ailleurs Aristote en parle au début du second livre de la rhétorique? C'est parce qu'il discute exactement ça, il discute le pathos, n'est-ce pas, différentes passions, et il dit, voilà, écoutez, apprenti orateur, hein, donc lorsque vous êtes face à un juge qui est en colère, vous pouvez, par exemple, amener la veuve, pleurer, etc. Ça peut marcher, parce que la pitié, ça peut marcher avec le... Mais si le juge est en train de la lire, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Ça va pas marcher. Donc Aristote le fait, hein, et il essaye, hein, de le distinguer pour des raisons pratiques. Hein, c'est pour des raisons pratiques. Maintenant, ça ne veut pas dire que le langage s'estompe. Hein, le langage se transforme en quelque chose que j'ai essayé d'évoquer dans cet exemple, dans ce fragment de Robert Antelme. Qu'est-ce que c'est que l'œuvre célinienne? Mais ce sont des kilomètres, ce sont des centaines de pages, n'est-ce pas, qui commencent par l'affirmation au début du voyage de la nuit. Moi, j'ai rien dit. Rien. N'est-ce pas? Et puis, les volumes. Hein, et je pense que les ballets, de ce point de vue, sont extrêmement probants. Hein, les ballets qui ont été négligés. Hein, parce qu'on ne sait pas très bien pourquoi il a collé ces ballets dans le prologue des bagatelles. Or, qu'est-ce que c'est que les ballets? Ce sont des ballets sans musique et sans parole. C'est comme ça qu'il va les éditer après.
hein, parce que ce sont les balais qui ne peuvent pas se réaliser dans le corps. Le corps est mort, le corps meurt, hein, le corps se putrifie. Donc, qu'est-ce qui reste? Restent les mots. Hein, vous voyez, et ce sont ces mots hein, qui peuvent, hein, qui ne peuvent pas mener vers la vie, hein, comme pensaient les Nietzschéens tels que Eliphore, mais qui peuvent d'autant plus, d'autant mieux essayer de jouer avec la mort, hein, d'essayer de capter ce que Céline appelle une mort exquise hein, dans Mort à Crédit. Une mort exquise, une mort rapide, poum, hein, très belle. Okay. Malheureusement, c'est impossible. Hein, malheureusement, la mort est à crédit. Hein, c'est-à-dire, on dépérit en hurlant très longtemps et hein, ça marche pas. Mais donc, vous voyez, où est la rhétorique, où est la persuasion, n'est-ce pas hein, et il y a effectivement une volonté dans le prologue de la Mort à Crédit. Hein, Ferdinand, n'est-ce pas, nous dit je vais raconter des histoires et ils vont tellement me haïr qu'ils viendront me tuer. Ça serait beau. Ça marche pas. Moi j'avais une autre question. Alors elle est plus. Elle va être difficile pour moi à développer parce que j'ai pas vraiment en mémoire les exemples que vous avez donnés à la fin dans votre épilogue, Amélie Nothomb, Lucie Salvert, j'ai un peu lu les deux, mais j'ai pas de mémoire, j'ai pas de souvenir suffisamment précis. Ça concernerait la question de la parodie. Alors, moi je suis infiniment persuadée, pas plus que persuadée, j'essaye de le montrer à l'occasion, qu'on accorde presque par réflexe professionnel, aujourd'hui, critique, à la parodie, un bénéfice ou une innocence ou la capacité ipso facto de, faisant passer au second degré, faisant tout passer au second degré, de sauver, par exemple, de la haine. C'est-à-dire que si je vous suis bien, votre raisonnement, c'est que si Amélie Nothomb parodie Céline, ou si, d'ailleurs, l'ensemble, s'il y a un héritage célinien, ce qui m'a absolument passionné, parce que j'en suis convaincue depuis des années qu'il y a un héritage omniprésent, un héritage célinien omniprésent dans la littérature française. Et j'ai envie de dire tout de suite, pour enfoncer un clou un peu douloureux dans l'école de la République aussi. Donc, vous voyez comment j'ai du mal à être complètement saisi par le propos d'Antoine Compagnon sur l'incompatibilité entre éventuellement la lecture, parce que c'est une lecture essentiellement d'Amélie Nothomb, et que ce soit. Ça veut dire qu'ils auraient fait des contresens. Bon, alors, ne parlons pas de la question du contresens, qui est encore une autre énorme question. Alors, où est-ce que j'en étais à force de digression donc, la parodie, je ne suis pas du tout certaine que la parodie de Céline ne capte pas, dans un contexte d'industrie culturelle, etc., ne capte pas toute la force que vous décrivez comme elle. Alors, le lien avec mon autre question, il est à la fois évident si on pense à la satire, à la tradition de satire, c'est pourquoi avez-vous, si je vous ai bien lu, écarté la misogynie qui, à mes yeux, fait partie de ce qui n'arrête pas d'habiter les esthétiques les uns et les autres, et en particulier dans la tradition satirique, voilà, tradition satirique. Et à mes yeux, pour dire les choses très caricaturalement, comme ça, quoi, dans le détail, ne serait-ce que pour les raisons que vous avez dit, parce que tout se retourne l'ambivalence, on ne règle pas en amont des ambivalences, mais ça pourrait à la limite faire venir à Rabelais. En tout cas, si je prends le livre, je sais très bien qu'il faut faire un livre de spécialistes, si je puis dire, il n'est pas reconnu aujourd'hui, je pense à Bakhtin.
Bakhtin se tire rapidement de la question de la misogynie de Rabelais. Alors on est en plein à dire pourquoi y a-t-il comme ça, et je pense que là il y a eu des choses importantes là-dessus de Sarah Kaufman sur le rapport entre un certain type de rire et la misogynie. Je dirais que ce serait d'ailleurs, elle commentait le livre de Freud de l'esprit dans son rapport avec l'inconscient, et le texte a quand même toute une part des blagues qui sont versées du côté de l'humour libre, je ne sais pas comment l'appeler, laissant libre celui qui écoute, quand même une partie entre ces blagues sont misogynes. Il y a un rapport entre un certain type de rire et la misogynie. Et peut-être une certaine esthétique littéraire permanente à travers le genre de la satire largement orienté par la misogynie. Beaucoup de pain sur la planche. Donc, je vais essayer de commencer par la première question, la question de la parodie. Ce qui m'intéresse dans cette dernière partie de mon livre, c'est la capacité de se distancer, de ce que, justement, de faire des différences. Au moment où la parodie, ou le pastiche, ou l'ironie sert le lecteur ou l'auteur à se distancer, à prendre des distances, il y a un moment critique, il y a une possibilité de distinction, et donc il y a un espace de liberté. Donc la parodie elle-même, en quelque sorte, le rire, surtout le rire, lui-même, ne suffit pas, il faut la distance. Si la parodie introduit la capacité de se distancer, donc la capacité de prendre critiquement, je pense que nous avons affaire à un espace de libération, de liberté, et au triomphe de l'art et de la littérature. C'est l'une des capacités de la littérature à gérer des choses qui sont innommables, ou qui sont difficiles à nommer, ou qu'on prétend être innommables. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, la misogynie, je dirais qu'elle est massivement présente chez Céline, et aussi dans mon analyse de Céline, donc, la jambe de la danseuse en serait un exemple. Je ne m'intéresse pas particulièrement ni à la misogynie, ni à l'antisémitisme en tant que tel, parce que je ne m'intéresse pas à une histoire de la haine. Je m'intéresse à comprendre le fonctionnement esthétique de la haine chez certains auteurs où je peux, me semble-t-il, la décanter d'une façon particulière. Maintenant, troisièmement, Rabelais, vous avez absolument raison, Bakhtin, que j'admire par ailleurs, n'est pas vraiment une source extrêmement commandable pour Rabelais, alors pour la simple raison que son livre sur Rabelais, qui est connu, mais peut-être oublié parfois, et en quelque sorte mélange deux choses qui sont absolument incompatibles, et que ces choses soient incompatibles, la preuve c'est que le livre devait être une thèse de doctorat qu'il n'a pas eu. La première chose, c'est sa théorie du dialogisme de la polyphonie. C'est ça le fondement, je pense, philosophique et anthropologique de cette notion du rire carnavalesque. La deuxième chose, c'est le discours de critique sociale marxiste dans lequel il a revêtu pour les besoins de la cause, c'est-à-dire de sa thèse de doctorat, sa pensée, et qui est complètement incompatible avec sa théorie de la polyphonie. Et la preuve que c'était compatible, c'est que le jury l'a très bien vu et il a loupé son diplôme.
Je pense que cette partie de critique sociale et politique est tout simplement à écarter. C'est pas vraiment le vrai patine. Ce qui est intéressant, c'est ce qu'il dit dans ses ouvrages sur la politique du mouvement, sur Dostoïevski, et qui, me semble, est une façon très intéressante de regarder la lui-même, à condition que, comme j'essaie de le suggérer, ne pas oublier donc tout le riche héritage de l'érudition cambrésienne, qui a souligné le caractère savant du rire de Rabelais. D'autres questions? Oui. Petite question. Non seulement Bakhtin a loupé son doctorat, mais il était relégué dans une petite université de province où il était interdit de parole, qui s'appelle Saransk, dans une sorte d'école mi-polytechnique, mi-d'État. Mais la question est la suivante. C'est dans le dernier chapitre qu'on voit que la haine peut être mise à distance par la parodie, le rire et un certain persiflage par rapport à une parole hégémonique, soit disons par rapport à soi. Et c'est un corpus francophone par français. C'est là où Yann, vous sortez du corpus français, depuis la Renaissance jusqu'au nos jours, et vous allez vers la Belgique, qui est, enfin, Amélie Nothomb, institutionnellement, elle a un ancrage parisien, comme pas possible, mais elle vient quand même de la Wallonie périphérique. Et puis les deux autres cas, c'est Jean Ducharme du Québec et Ernest Pépin de la Guadeloupe. Est-ce qu'il y a une raison? Que ce sont des périphéries par rapport au centre, sont allés vers les post-colonial studies. À vrai dire, très sincèrement, j'ai pas poussé. Mais bon, c'est pas intentionnel. C'est pas intentionnel. Mais je pense qu'on pourrait, donc pour me dédouaner, si j'ose dire, je pense que, et je suis tout à fait d'accord, Céline a des petits, des enfants et des petits-enfants, de différentes couleurs, de différents formats, ça vient dans all colors and shapes. Mais on pourrait, je pense, alléguer d'autres exemples de ce type. Par exemple, je ne sais pas, à la place de l'Étoile, de Modiano, par exemple, Albert Cohen, bon, de nouveau, c'est la francophonie parce qu'il était grec et suisse. Donc, oui, je ne sais pas, j'y ai pas pensé, c'est vrai, c'est peut-être en quelque sorte dans ces marges de l'institution de la littérature nationale que cette sorte de distanciation est possible. Merci beaucoup. C'est très juste. Il nous reste encore quelques minutes, je vais insister pour cette histoire de parodie. Vous avez donc dit que si la parodie établissait, prenait des distances, ou invitait à prendre des distances, alors le lecteur était renvoyé à une liberté critique. C'est ça. Mais de nouveau, ça ne va pas de soi. C'est-à-dire que la distance, enfin, si vous voulez, ce que j'essaye, comme généralité, ça va être faux ce que je vais dire, c'est une j'essaye simplement de formuler une contre-généralité. Nous associons automatiquement aujourd'hui l'esprit critique à la distance, par exemple. Mais si on appelle distance, si au lieu de dire distance, on prend un, je ne sais pas si vous avez notion au concept, si on prend un terme comme déliaison. Si on admet que des écrits nourris par la haine et conduisant à une esthétique de la haine sont des écrits, vous avez répondu à Brice en disant que vous adressiez ici à ces effets, de ces textes-ci. C'est un mot, pour nommer cet effet, au XVIe, XVIIe siècle, on parlera de poison, par exemple, la langue est un poison. C'est bien reconnu, quoi. Il y a bien c'est très connu,
sans arrêt commenté le fait que la langue, malgré tous les efforts d'une bonne éloquence, pour essayer de circonscrire une bonne éloquence, n'empêche que toute une part d'elle, c'est du poison. D'où les effets de contagion, mais en même temps, pourquoi c'est du poison? Parce que les effets du poison, c'est des effets de déliaison. Et après tout, ces textes de pamphlétaires que vous citez tout au début, là, c'est pendant les archives de religion, ce qu'ils font et ce qu'ils visent, c'est des effets de déliaison. Il y a du lien social, mais il va y avoir brutalement de la déliaison. Il n'est pas du tout certain que toute distance parodique, tout type de rire, et le rire établi de distance n'est pas, non pas des effets, et d'ailleurs peut-être pas, non pas, peut-être avec, je ne suis pas certaine que tout esprit critique soit sauvable, si je puis dire. Ça, c'est encore une autre question. Mais en tout cas, je ne suis pas certaine que tout effet de distance soit un effet émancipateur. Je pense qu'il y a des effets de distance, qu'on appelle distance, et automatiquement, pour nous, distance, c'est presque un réflexe pavlovien. Quand on dit distance aujourd'hui, on pense esprit critique. Et ma conviction à moi, un peu plus qu'une conviction, c'est qu'il y a des effets de distance qui sont en fait des effets de déliaison, qui ont des effets profonds de déliaison, d'agression, du lien social, au sens large, la misogynie en étant un cas invisible, parce que, largement invisible, parce que on n'a jamais, en tout cas en Occident, on n'a pas tué les femmes, on n'a pas. C'est pas une déliaison aussi, elle n'est pas massacreuse comme déliaison. Je dis, elle n'est pas géniale. Et donc, vous savez, j'hésite à, en quelque sorte, je réfléchis à chaud à ce que vous me proposez ici, hein, et cela est très très difficile, hein, mais j'hésite comme ça instinctivement à assimiler distance et déliaison. Non, je n'ai pas parlé d'assimilation, je dis que peut-être que certaines choses qu'on appelle distance ne sont pas de la distance, enfin, sont de la distance critique, de la distance avec gain réflexif, avec gain prudentiel, avec gain ou cathartique, ou on peut l'appeler de différentes manières, mais produisant de la déliaison, de la déliaison, de la répulsion, de la négativité destructrice. Voilà, à mon avis, il arrive que certaines parodies, dont on peut montrer qu'effectivement, on peut les décrire en termes de prise de distance, il n'empêche qu'elles abritent des effets destructeurs, de négation, de déliaison. Alors, si vous et de haine, finalement. La question qu'on pourrait se poser, est-ce que cette déliaison ne serait pas tout simplement un premier pas, hein, vers une sorte de liaison négative qui viendrait immédiatement après? Est-ce que rompre le lien du logos, hein, comme monsieur a évoqué tout à l'heure, hein, de la communauté du langage, n'a pas pour but, hein, de fonder une autre sorte de communauté, noyauter cette première communauté par une autre communauté. Autrement dit, la rupture serait juste un premier pas, hein, d'une sorte de tribalisme, hein, cherchant un bouc émissaire et complotant, hein, les conflits et les haines. Voilà. Mais là, nous nous trouvons vraiment très 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 loin par rapport à la distance critique qui est de prime abord, à mon sens, se joue au niveau intellectuel, épistémologique, et avec des conséquences certainement éthiques, sociales et politiques. Nous nous trouvons vraiment très très loin de ça. Ça ne veut pas dire que lorsque je suppose que la parodie, le pastiche, l'ironie sont libérateurs
par la distance critique que je suppose qu'il n'y ait que le salut que vous avez évoqué, que dans l'individuel. Et Rabelais, je pense, est un excellent exemple pour montrer que non. Hein. Au contraire, hein, la liberté intellectuelle et la liberté spirituelle, pour Rabelais, est fondatrice, et pour toute sa génération, hein, est fondatrice de la communauté pentagruéliste, dont la mise, enfin, et là j'anticipe vos doutes, hein, c'est-à-dire la misogynie de la fiction rabelaisienne est à mettre de pair avec les injures adressées au lecteur, André Tournon a très bien montré, hein, les ivognes, etc., les vérolés très précieux, etc. Donc, l'apologie de la stupidité, hein, le frère Lubin, hein, du prologue de Rabelais, tout ceci étant des épreuves morales et spirituelles en vue, hein, de fonder une communauté qui, pour Rabelais, était basée sur un idéal religieux, sur un idéal théologique, mais qui était absolument impossible à concevoir sans la compréhension, hein, de la distanciation critique, hein, de la philologie, de l'analyse intellectuelle du discours. Et c'est là que le Bakhtin